Est-ce que c'est... Oui, c'est bon. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Très bien. Très bien. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on avait commencé la dernière fois à parler du concept de succion. D'accord? Donc, si on veut vraiment simplifier, la succion, c'est quoi? C'est simplement la pression interstitielle négative. D'accord? Si on veut simplifier, on va dire la succion n'est autre que la pression interstitielle quand elle est négative. Et on a montré les cas où la succion, où la pression de l'eau est négative. Donc, notamment, on a dit, mais allez, je vais vous poser la question comme ça, vous allez au moins participer un peu avec moi. Dans quel cas la pression interstitielle, elle est négative? Je parle sur le terme. Est-ce que quelqu'un peut me répondre rapidement, juste pour nous remettre dans le bain? Donc, classiquement, nous, on connaît la pression interstitielle positive. D'accord? Sous la nappe, donc le sol, il est saturé, il est déjaugé. La pression interstitielle, donc s'il n'y a pas d'écoulement, c'est la pression hydrostatique, donc qui est proportionnelle à la profondeur de l'eau. D'accord? Maintenant, quand est-ce que la pression interstitielle est négative? Monsieur, c'est quand on a une remontée capillaire. Remontée capillaire. D'accord. C'est-à-dire, on va dire quand on est au-dessus de la nappe phréatique. Faut que la nappe phréatique, au-dessus. Donc, il y a la nappe phréatique. Au niveau de la nappe, on va dire la pression, elle est nulle. Si je parle en pression relative, c'est-à-dire si je considère l'origine, si je considère la pression atmosphérique comme l'origine des pressions, d'accord, la pression atmosphérique, si je la considère comme origine des pressions, donc j'ai au niveau de la surface de la nappe, c'est 0. Sous la nappe, j'ai une pression positive. Et au-dessus de la nappe, d'accord, au-dessus, fawqa, over, au-dessus de la nappe, j'ai une pression interstitielle qui est négative. D'accord? C'est une dépression. Bien sûr, c'est lié aux remontées capillaires, parce que s'il n'y a pas de remontée capillaire, le sol va être sec au-dessus de la nappe. Si je considère un sable propre, par exemple, un sable propre, un sable assez grossier, je vais dire, j'ai une nappe phréatique, sous la nappe c'est saturé, mais au-dessus c'est sec, parce qu'il n'y a pas de remontée capillaire dans un sable. OK? Pourquoi il n'y a pas de remontée capillaire dans un sable? Pour vérifier que vous avez bien compris ce qu'on avait dit pour la dernière séance en présentiel. Pourquoi il n'y a pas de remontée capillaire dans un sable? Est-ce que le son arrive bien? Vous m'entendez bien? Oui, monsieur. D'accord. Dites-moi pourquoi il n'y a pas de remontée capillaire dans un sable. Rappelez-vous la loi de Jurin qu'on a écrite. La loi de Jurin, elle exprime la remontée capillaire dans un milieu poreux. D'accord? Cette remontée capillaire, la hauteur H de remontée capillaire, elle dépend de quoi? Le diamètre des pores. Elle dépend de diamètre des pores. Très bien, c'est juste. C'est juste. Elle dépend donc du diamètre des pores. Bien sûr, on a expliqué ça par le tube capillaire. Si je prends un tube, je le plonge dans l'eau. Si le tube est très fin, il va y avoir de la remontée dans le tube. Donc, plus le tube est fin, plus cette remontée est importante. D'accord? Donc, la hauteur, retenez bien que la hauteur capillaire est inversement proportionnelle au diamètre du tube, ou là le rayon du tube. Donc, si le rayon du tube est petit, la remontée capillaire est grande. Si le rayon du tube est grand, la remontée capillaire est petite. Donc, dans un sol, c'est la même chose. Pardon. Dans un sol, c'est la même chose. Si vous avez un diamètre de pore
quand je dis diamètre de pore, c'est aussi diamètre des particules. Parce que si les particules de sol sont très petites, les pores sont très petits. D'accord? Si vous prenez des particules d'argile, ben les pores entre les particules d'argile qui sont des feuilles vont être très petits. Maintenant, si les particules de sol sont grandes, le diamètre des espaces entre les grains, c'est-à-dire les pores, sont grands. Donc, dans un sable, le diamètre des pores étant important, d'accord, la hauteur capillaire étant inversement proportionnelle au diamètre, ou là au rayon, il n'y a pas de problème. Donc, ce rayon étant grand, la hauteur capillaire va être très petite, voire négligeable, dès que j'ai un rayon de l'ordre du millimètre, où là, ça dépasse un peu le millimètre. Bon, la hauteur capillaire, elle devient carrément négligeable. D'accord? Et donc, dans un sable, je vais avoir, si j'ai une nappe, saturée sous la nappe, au-dessus, c'est quasiment sec. Mais c'est dans les sols fins. C'est pour ça tout ce qu'on est en train de dire là sur la succion, etc., c'est important, c'est-à-dire au niveau pratique, sur le terrain, c'est important pour les sols qui sont fins. Pour les sols argileux. D'accord? On ne parle pas tellement de succion dans les sables, etc. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On parle plutôt dans les argiles. D'accord? Donc, c'est là où on a je dirais des volumes importants de sol qui peuvent être soumis à une pression négative, c'est-à-dire à une succion. Donc, la pression interstitielle, quand elle est négative, donc c'est un nombre négatif, bien sûr, mais la succion, c'est un nombre positif, parce que c'est moins UW. Si vous voulez, la succion S, c'est moins UW. Si on veut être plus précis, on va dire que c'est UA moins UW. C'est la pression de l'air moins la pression de l'eau. OK? Et donc, la succion, c'est une quantité positive. D'accord? Donc, là, dans ce diagramme, ce que je représente tout simplement, c'est... bon, on ne va pas faire trop attention à cette courbe parce que on va la voir après comment on l'obtient. Mais c'est juste pour montrer que pour différentes gammes de succion, on a besoin de différentes techniques expérimentales. C'est ce qu'on a montré la fois dernière. Donc, pour les faibles suctions, vous voyez les carrés que vous avez ici. Pour les faibles suctions, on utilise plutôt la technique des plaques tensiométriques. Même quand on monte un peu plus haut, on utilise plutôt la technique osmotique. Vous voyez les étoiles ici. D'accord? La technique osmotique. D'accord? Pour pouvoir imposer une succion, on a des contrôles de succion, l'imposition de succion. Même si on veut imposer des suctions beaucoup plus fortes, on utilise la technique des solutions salines. Bon, la surpression d'air, c'est vrai, la surpression d'air, c'est aussi une technique, mais bon, on n'en a pas parlé parce que, en réalité, la technique de surpression d'air, elle est assez dangereuse, je dirais, dans un laboratoire, parce qu'on va utiliser la pression de l'air dans des récipients renforcés pour éviter, bien sûr, qu'il n'explose. Mais c'est une technique qui peut être dangereuse. C'est-à-dire, il peut y avoir, à chaque fois qu'on parle de pression d'air dans un laboratoire, il faut faire attention parce qu'il y a des risques. N'importe quel récipient, tu lui injectes de la pression de l'air. Donc, si tu montes beaucoup en pression, tu peux avoir une explosion si tu dépasses la résistance du récipient. Donc, c'est assez dangereux quand même. Très bien. Alors, donc on a vu un peu, on a eu au moins une idée, parce qu'on ne l'a pas manipulé dans un laboratoire malheureusement, mais on a au moins une idée sur comment on fait pour imposer, imposer une succion à un échantillon de sol en utilisant une technique de laboratoire. Alors, après, on va voir, je dirais, à quoi ça sert d'imposer ces suctions dans un... Ça permet d'étudier quoi? D'accord? Qu'est-ce qu'on étudie dans un laboratoire en imposant des suctions comme ça, croissantes par exemple, à un échantillon de sol, ensuite décroissantes. Ça permet d'étudier quoi? Alors là, je vais essayer de vous expliquer. Ok. Comment je vais vous expliquer ça? Je vais utiliser le tableau. Ça va être plus simple. Après, ok.
D'accord. Je vais ouvrir un fichier Paint que je vais partager avec vous. Voilà. Je vais partager tout de suite. Voilà. Vous voyez le fichier, enfin le tableau blanc sur lequel je vais écrire. Donc là, je vais faire comme ça. Allez. Donc, essai. On va appeler ça de retrait gonflement. Est-ce que vous voyez mon tableau? Oui, monsieur. Oui. Ça. Très bien. Voilà. Donc, essai de retrait gonflement. Donc là, si vous voulez, une fois que j'ai parlé des concepts de succion, etc., qui sont un peu, qui peuvent vous sembler un peu pointus peut-être, ça va être plus simple quand je vais parler donc des applications. Et je vais commencer par l'application retrait-gonflement, si vous voulez. Dans le programme, j'avais mis d'abord les sols compactés, un bas de retrait-gonflement, j'ai mis à la fin. Donc, je vais inverser. Je commence par le retrait-gonflement, hein, parce que c'est plus direct, je dirais. C'est beaucoup plus intuitif, je dirais, pour comprendre, pour mieux comprendre le concept. Alors, retrait-gonflement, c'est quoi? Bon, le principe, il est très simple, hein. Vous avez un sol, vous posez un ouvrage dessus, par exemple un bâtiment à travers une fondation comme ça, ou bien à travers, on va dire, des semelles, allez, des semelles superficielles comme ça, par exemple. Voilà, et vous allez avoir une semelle ici, une semelle ici, c'est très schématique, hein. Voilà. Donc ça, c'est mon bâtiment. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand il va y avoir, bon, on imagine par exemple que le sol est relativement sec, hein, ça c'est une argile. Une argile, je ne vais pas dire une argile sèche, parce qu'une argile sèche, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais tenir le degré de saturation, SR, faible. C'est-à-dire qu'il y a eu une période de sécheresse, d'accord, pendant assez longtemps, et l'argile se trouve à une teneur en eau relativement faible. OK. Donc, si elle se trouve à une teneur en eau relativement faible, bon, la nappe phréatique, elle est beaucoup plus profonde, on va dire, elle est là. Mais là, le sol au contact avec l'air ambiant qui est relativement sec, avec un faible taux d'humidité, donc l'argile va perdre de l'eau, sa teneur en eau va baisser, son degré de saturation va baisser, d'accord, et sa pression interstitielle va devenir de plus en plus négative, c'est-à-dire la succion va augmenter. Si la pression interstitielle devient de plus en plus négative, la succion augmente. Si j'ai une pression négative de moins 1 mégapascal, ça veut dire que j'ai une succion de 1 mégapascal. Au bas de la succion, plus le sol se dessèche, la succion devient 2 mégapascal, elle devient 4 mégapascal, elle devient 10 mégapascal, et ainsi de suite. OK? Voilà. Donc, en pratique, qu'est-ce qui peut se passer? Je vais expliquer d'abord sur le terrain qu'est-ce qui se passe. Après, comment on va étudier ce phénomène au laboratoire. Si on fait des essais de laboratoire, c'est bien pour essayer de caractériser ces phénomènes qu'on observe in situ sur le terrain. D'accord? Ça sert à quoi? Ben, ça sert à comprendre qu'est-ce qui se passe sur le terrain pour pouvoir mieux construire dans ce type de situation. C'est-à-dire, soit on est dans cette situation déjà et on a des pathologies, donc comment résoudre le problème, soit, ce qui est encore mieux, faire de la prévention, c'est-à-dire avant même de construire, je suis conscient de la présence potentielle de ces phénomènes, et donc je vais construire de telle façon à éviter ces problèmes, de telle façon à éviter ces pathologies. D'accord?
Je ne construis pas n'importe comment, on va déforger les pathologies. Et après, je vais dépenser, je ne sais pas moi, la moitié du coût de l'ouvrage sur la réhabilitation. Je peux me trouver dans cette situation, mais il vaut mieux éviter ce type de situation et construire de telle façon à éviter ce type de phénomène et de pathologie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si jamais il y a, ne serait-ce par exemple que de la pluie, d'accord, il y a de la pluie qui arrive, ok, donc vous avez la teneur en eau qui va augmenter sur la périphérie du bâtiment, c'est-à-dire au niveau de ces semelles-là, celle-là et celle-là, vous avez une augmentation de teneur en eau, la teneur en eau qui va augmenter. Pas au milieu, parce qu'au milieu, pour que l'eau arrive jusqu'au milieu, ça demande du temps. On parle d'une argile, c'est-à-dire une perméabilité faible. Donc l'eau arrive directement au niveau des semelles périphériques, mais elle met beaucoup plus de temps pour arriver là. Alors, quand l'eau arrive au niveau des semelles périphériques, qu'est-ce qui se passe? Le sol qui était là relativement desséché, il y a de l'eau qui arrive. Qu'est-ce qui va se passer? Le sol va gonfler. D'accord? Le sol, il va gonfler. Et quand il va gonfler, donc bien sûr, ça va soulever le bâtiment, mais d'une façon différentielle, parce que ça va le soulever sur la périphérie, mais pas au milieu. D'accord? Et ça va créer donc des fissurations au niveau du bâtiment. D'accord? Ça, c'est un problème de gonflement. Bon, le retrait, c'est juste le phénomène inverse. Mais là, par exemple, je parle du phénomène de gonflement. Okay. Maintenant, je vais aller au laboratoire. Les gens, classiquement, qu'est-ce qu'ils faisaient pour étudier le phénomène de gonflement? Allez, on va étudier maintenant. Dans un labo, on étudie le gonflement d'une argile. Gonflement d'une argile. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Classiquement, ils ramenaient donc un échantillon d'argile, bon, bien sûr, intact, d'accord? Parce que l'échantillon remanié, ça ne sert à rien pour un essai mécanique. Donc, il faut un échantillon intact, c'est-à-dire prélevé avec un carottier, etc. Une fois au laboratoire, comment ils faisaient pour étudier le phénomène de gonflement? Ben, ils mettaient l'échantillon de sol dans un odomètre. Donc, l'odomètre, vous savez qu'il y a une bague indéformable, une bague circulaire, bien sûr, ça c'est une coupe. Hein. Si je vois au-dessus, je vais voir quelque chose comme ça, une bague circulaire, et à l'intérieur, j'ai mon échantillon de sol. Okay? Donc, si je fais une coupe, voilà, ça c'est indéformable, la bague métallique ou la lano métallique. Au milieu, j'ai le sol, dans une cellule odométrique, c'est-à-dire avec des pierres poreuses de part et d'autre, etc. Voilà, je peux schématiser ça. Vous avez des pierres poreuses, comme ça, de part et d'autre. D'accord, ça c'est des pierres poreuses. Et je suis dans la cellule odométrique. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On versait de l'eau dessus. D'accord? On verse de l'eau dessus. Et on regarde comment l'échantillon il va gonfler. D'accord? Comment l'échantillon il va gonfler. Bien sûr qu'il y a donc les fameux comparateurs Hadouk. Parfois on utilise maintenant les capteurs de déformation, mais un simple comparateur suffit. Donc avec le comparateur, il y a le gonflement de l'échantillon. Parce que quand tu verses de l'eau, l'échantillon il va gonfler. Ok, s'il est dans un état tel qu'il était ici, bien sûr, avant l'arrivée de l'eau, c'est-à-dire dans la phase sèche, toi, avec une teneur en eau faible, tu verses de l'eau dessus, il va gonfler. Ok, donc quand il va gonfler, qu'est-ce qu'ils vont représenter? Ils vont tout simplement représenter une courbe, par exemple, comme ça, delta H, en fonction du temps. D'accord? Donc l'échantillon, il va gonfler comme ça, assez rapidement, il va se stabiliser. On va dire que ça, c'est l'amplitude du gonflement. Ça, c'est delta H. Delta H, c'est l'amplitude du gonflement. Donc, par exemple, l'échantillon fait H0, l'épaisseur d'un échantillon fluidomètre, ça va être, par exemple, 20 mm. 20 mm. D'accord?
S'il va gonfler de delta H qui est égal, par exemple, à 4 mm, 4 mm, ils vont dire, voilà, l'amplitude du gonflement, c'est 4 mm. Le delta H sur H, c'est 4 sur 20. D'accord? 4 sur 20, c'est-à-dire 25%. OK? Non, c'est pas 25%. Je suis trompé. « 20%. Donc, je vais avoir un taux de gonflement de 20%. Bon, 20%, c'est beaucoup parce que si vous avez une couche d'argile de 5 mètres, 20%, ça fait 1 mètre. Si vous avez une couche qui a 5 mètres d'épaisseur, dans le même phénomène, donc à le laboratoire sur le terrain, la couche d'argile va se surélever de 1 mètre, ce qui est énorme. D'accord? Bon, il n'y a que moi qui parle. Je ne sais pas si vous comprenez jusque-là. Est-ce que jusque-là, tout est clair? Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, posez-les. Il ne faut pas qu'on avance comme ça à l'aveuglette. Rassurez-moi que vous me suivez. Monsieur, Maltais, ça va. monsieur, la cause de gonflement, c'est la remontée d'eau. Oui, c'est l'arrivée de l'eau. C'est l'arrivée de l'eau. Le Monsieur, mausal, c'est comme une éponge qui est sèche. D'accord? Elle est rétrécie. Elle gonfle. Le sol, c'est la même chose. Donc, il est sec. Enfin, sec, pas totalement sec. Il y a toujours un peu d'humidité dans un sol. Mais la teneur en eau est très faible. Il y a de l'eau qui arrive. Ça gonfle. D'accord? Donc, ce n'est pas une affaire de contrainte mécanique. Il n'y a pas de contrainte mécanique. C'est une affaire hydrique. C'est une sollicitation juste hydrique. D'accord? monsieur, كيفاش باش l'eau يوصل؟ قسموا les causes زعما. J'ai dit par exemple de la pluie. Par exemple, il y a une pluie. Il y a de la pluie qui tombe. Bah, la pluie, elle va s'infiltrer dans le sol et elle va arriver au niveau des fondations, par exemple. D'accord? D'accord, monsieur. Ça peut être d'autres raisons, hein. Ça peut être juste un arbre que vous avez ici. Ben là, vous avez planté un arbre qui est là. Voilà, vous venez arroser cet arbre, vous allez l'arroser, vous allez les plantes ou les des fleurs, là, je ne sais pas, qui sont juste à proximité du bâtiment. Vous allez arroser et donc l'eau va s'infiltrer, elle va arriver au niveau des fondations. Ça, c'est possible aussi. Ça peut être une canalisation souterraine qui fuit. Il y a une fuite d'eau dans une canalisation et l'eau arrive au niveau des fondations. Donc tout ça est possible. D'accord? Oui, monsieur. Delham, راك تبعني Delham? Delham, tu es là? مالك il s'est connecté ومشى. زيد شكون الآخر؟ طالب نيكلاش راك تتبع طالب؟ وي c'est-à-dire خاصك تكون هنا وتكون تتبع les deux en même temps. الله عليك. Très bien. Ok, de toute façon, si vous avez des questions, là, n'hésitez pas à m'arrêter, me poser la question, parce que ça, c'est, si vous voulez, la difficulté du distanciel, même comme dans une classe, je vois un peu les visages, mais à distance, je ne sais pas, est-ce que les gens sont perdus, est-ce que donc c'est à vous de me dire. Donc je continue. Qu'est-ce que je disais? Donc je disais que voilà, c'est ça ce qu'on faisait classiquement, c'est ce qui se fait même jusqu'à aujourd'hui, hein, dans beaucoup de labos pour étudier le gonflement. Il gible l'odomètre, donc il verse de l'eau sur l'échantillon intact, il chauffe comment il gonfle. D'accord? Et on va mesurer le gonflement. Mais ça, je vais dire, ce n'est pas suffisant comme démarche. Ça, c'est pas suffisant. Pourquoi c'est pas suffisant? Simplement parce que
C'est pas suffisant tout simplement parce que je ne mesure que la conséquence du gonflement, qui est la déformation de l'échantillon. Qu'est-ce qu'on avait dit auparavant sur tout ce qui est mécanique? Qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit que la mécanique, c'était les relations contraintes-déformation, n'est-ce pas? Les relations contraintes-déformation. Sigma, epsilon, contrainte-déformation. Donc, sigma, ça représente la cause. D'accord? Sigma, c'est la cause, c'est la sollicitation. C'est la cause. Pardon. Donc, c'est la cause. La sollicitation. Sollicitation. Ou epsilon, c'est la conséquence, c'est le résultat. La conséquence ou là, le résultat. Résultat. D'accord? C'est comme lorsque je fais un essai mécanique. Quand je fais un essai mécanique odométrique, par exemple, qu'est-ce que je représente? Le résultat que je représente. Je représente indice des villes en fonction log sigma prime V dans un essai odométrique. Donc, je vais obtenir un résultat comme ça, une relation comme ça. Je ne regarde que le chargement, par exemple. Voilà. Je vais avoir une courbe comme ça. La cause ou la sollicitation, c'est sigma prime V. C'est la charge que je peux appliquer dans un odomètre. Voilà, sigma prime V. Bon, ça, c'est sigma V en fait. Mais je représente fonction de sigma prime V, la contrainte effective. E, c'est la conséquence. La conséquence, c'est la déformation. D'accord? Donc là, j'ai un résultat complet, contrainte déformation. Par contre, si je regarde de tout là, delta H en fonction du temps, je n'ai que la conséquence, le delta H. La cause m'indique dans ce plan. Donc, je n'ai pas une relation contrainte-déformation, en fait. J'ai juste la déformation dans ce plan. M'indique la contrainte. C'est pour ça que cette démarche, elle est insuffisante. D'accord? Cette démarche, elle est insuffisante. La cause, ou la sollicitation, dans ce cas, dans le cas du gonflement, c'est quoi? C'est quoi la cause? C'est donc une augmentation de neuronaux. En fait, c'est une diminution de succion, si je suis sur le gonflement. La succion qui augmente, ça c'est la phase de séchage. Mais une fois que je viens humidifier, une fois que je viens humidifier le sol, c'est la succion qui est en train de diminuer. Donc c'est une sollicitation hydrique. D'accord? La succion diminue. Voilà, je vais l'écrire ici. Quand la succion augmente, par exemple, ça c'est un séchage. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un retrait, c'est-à-dire une diminution de volume. Okay? Si la succion diminue, il va se passer l'inverse, c'est-à-dire un gonflement. D'accord? C'est un gonflement. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'eau arrive, par exemple, par la pluie, ou là, par un arrosage, la succion, elle va diminuer. La succion il sera un gonflement. Donc, c'est quoi la cause d'un gonflement? C'est la succion. C'est la succion. OK? Donc, si vous voulez, c'est l'équivalent de la contrainte l'essai odométrique. Si vous vous rappelez, par exemple, la contrainte effective de Terzaghi, sigma prime égale sigma moins UW. Quand je parle d'arrivée d'eau, etc., le sigma, il ne change pas. Il n'y a pas de sollicitation mécanique. Il n'y a pas de contrainte. Il y a juste la pression interstitielle qui change. Par exemple, la pression interstitielle au début, je parle de l'arrosage. Hein. Au début, je vais vous donner un exemple. Par exemple, U0 était égal à, c'était vraiment sec, et donc la succion, elle était égale à moins, la pression interstitielle, moins 5 mégapascal. OK? Et je vais arroser, on va faire un exemple numérique, vous allez voir, c'est plus clair. Je vais arroser. Je vais arroser. Donc, la succion à 0. C'est-à-dire, je vais mettre tellement d'eau, il y a tellement de pluie qui va arriver que ça va annuler la succion. La pression est égale à 0. Donc, si je passe de U0, pardon, c'est U1, je passe à U1 qui est égal à 0, la contrainte effective, si je suppose que ce principe de Terzaghi est valable, si je suppose qu'il est valable juste pour rapprocher les idées. OK. Je vais avoir là sigma prime z égale
sigma est égal à 0, il n'y a pas de contrainte, je vais dire, moins U, donc moins 5, je vais avoir sigma prime égale 5 mégapascal. Ou je vais avoir sigma prime 1 égale, donc sigma, rien n'a changé, moins 0, c'est 0. Donc la contrainte effective est passée de 5 mégapascal à 0. C'est-à-dire c'est comme s'il y avait une décharge. C'est comme s'il y avait une charge sur le sol et je l'ai déchargé. Donc il va gonfler. Il va gonfler. Maintenant, pour que mon étude soit complète, il ne faut pas que je représente delta H en fonction du temps, parce que ce n'est pas suffisant, mais il faudra que je représente plutôt delta H en fonction de la succion. D'accord? Si je représente delta H en fonction de la succion, dans mon échantillon, les raflodomètres, delta H en fonction de la succion, donc la succion elle va diminuer et le delta H va augmenter. C'est-à-dire je vais avoir quel type de courbe? Je vais avoir quelque chose comme ça. Comme ça. C'est comme la décharge d'un essai odométrique. La succion était forte, elle va tendre vers 0 et le delta H, l'échantillon, il va gonfler. D'accord? Et donc, il faut que je représente ce type de courbe. Mais pour représenter ce type de courbe, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut la succion. Il me faut la succion. Et la succion, je ne sais pas la mesurer dans un appareil odométrique classique. Je n'ai pas les moyens dans un appareil odométrique classique pour mesurer la succion. Qu'est-ce qu'on fait? Alors justement, là, c'est pour vous montrer l'utilité des techniques expérimentales que j'ai présentées le dimanche passé. La technique osmotique, la technique des solutions salines, ça sert à ça. Ça sert à représenter une courbe delta H succion ou l'indice des vides succion, parce qu'on va représenter l'indice des vides comme pour l'essai odométrique. On représente indice des vides, d'accord, en fonction de la succion. Comme ici on représente le log de la contrainte, on va représenter ici la même chose, le log de la succion. Je rappelle que la succion, c'est une quantité positive, donc je peux mettre le log. En fait, c'est la pression interstitielle qui est négative. La succion S, pour simplifier, je vais dire c'est UA moins UW. Si la pression d'air est nulle, moins UW, UW est négatif, moins UW est positif. Donc la succion est un nombre positif. Je peux lui appliquer le log. Donc les techniques expérimentales que j'ai présentées la fois dernière, ce n'est pas des techniques théoriques, non. Leur utilité, c'est de pouvoir étudier le retrait, gonflement des argiles, mais en ayant la possibilité de connaître la valeur de la succion à tout moment. C'est-à-dire, comme pour un essai odométrique, à tout moment, je sais quelle est la contrainte et quel est l'indice des vides correspondant. Là, ça va être la même chose. Je fais un retrait ou un gonflement. À tout moment, je sais quelle est la succion et quel est l'indice des vides, c'est-à-dire quelle est la cause, qui est la variation de succion, et quelle est la conséquence, c'est-à-dire la variation d'indice des vides, l'indice des vides qui va augmenter si je suis sur un gonflement, ou l'indice des vides qui va diminuer si je suis sur un retrait. Est-ce que l'idée, maintenant, est claire? Est-ce que vous avez bien compris? مازال ما شفناش à quoi vont ressembler ces courbes. Là, je dis juste quelle est l'utilité des techniques expérimentales qu'on a présentées pour étudier le retrait-gonflement. مازال ما présentéناش les courbes de retrait-gonflement. D'accord? Est-ce que vous arrivez à suivre le raisonnement que je suis en train de développer? Si vous avez des questions, toutes les questions sont les bienvenues. Il n'y a pas de questions hors sujet. Toutes les questions, même si tu poses une question qui semble un peu à côté, c'est parce qu'il y a une incompréhension et on doit éclaircir. D'accord? Maintenant, il peut y avoir des questions auxquelles je ne sais pas répondre. Il n'y a pas de problème. On pourra chercher la réponse ailleurs. Monsieur, oui, vas-y. il y a une partie que je n'ai pas bien compris. Laquelle? L'augmentation de la succion dans les reflets
Et la diminution de Oui. la succion qui donne un gonflement. L'augmentation de la succion qui donne un retrait et la diminution de la succion qui donne un gonflement. Tu n'as pas compris ça? Oui, 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 je n'étais pas bien clair. D'accord, d'accord, d'accord. Euh, écoute, la succion, c'est une dépression. OK? C'est une dépression. Je vais t'expliquer ça. Par exemple, prenons un ballon en caoutchouc. D'accord? Je vais prendre un ballon en caoutchouc. Si je souffle à l'intérieur, si je vais souffler de telle façon à le gonfler, si je souffle à l'intérieur, je suis en train d'augmenter la pression. D'accord? J'augmente la pression. Donc, si j'augmente la pression, qu'est-ce qu'il va faire? Il va gonfler. Si je veux le faire rétrécir, par exemple, j'ai un ballon, je vais essayer de diminuer son volume. Je vais faire l'inverse, c'est-à-dire je vais aspirer l'air. D'accord? Donc, si j'aspire l'air, je fais comme ça, j'aspire l'air du ballon, qu'est-ce qui va se passer? Le ballon va rétrécir. Donc, cette aspiration d'air, si tu veux, c'est ça la succion, parce que la succion, c'est une dépression. Quand la succion augmente, en fait, c'est une aspiration que je suis en train d'appliquer. Je suis en train d'aspirer l'eau de l'échantillon. Et donc, automatiquement, l'échantillon de sol va rétrécir. Donc, une augmentation de succion, si vous voulez, c'est une aspiration. Et la diminution de la succion, c'est là. Je suis en train, par exemple, d'injecter de l'eau pour diminuer la succion. Donc, l'échantillon va gonfler. Okay? Maintenant, si tu veux le comprendre par l'expression ici, il faut le voir ici. Il faut dire, voilà, moi je suis parti de là. Voilà. Donc, sigma prime égale sigma moins UW. Mais si je remplace moins UW par la succion, je vais dire sigma prime égale sigma plus S, la succion. Donc, si la succion augmente, quand la succion augmente, sigma prime, elle augmente. Je suis en train d'augmenter la contrainte. Donc, c'est l'équivalent d'un chargement mécanique. Donc, je vais avoir le retrait, un tassement ou un retrait. Si je diminue S, ça équivaut à une diminution de sigma prime. C'est comme une décharge. Et donc, c'est un gonflement. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, c'est bon. Ça va? Oui, oui. D'accord. Ramdani, tu voulais dire autre chose? Oui, monsieur. Les deux derniers graphes, je n'ai pas bien compris. Donc, succion. Log succion. Juste le dernier graphe. Oui, oui, monsieur. En fait, le graphe هذا c'est juste la représentation qui m'intéresse. Ce que j'ai dit que pour étudier le retrait-gonflement, on représente une courbe à peu près semblable à celle de l'essai odométrique. Parce que l'essai odométrique, qu'est-ce qu'on a fait? On a représenté ici la contrainte qui est la cause, et ça, c'est la conséquence, qui est la variation d'indice Davy. On charge, on applique un changement mécanique, on a une variation d'indice Davy. Je dis je charge, au laboratoire, je suis en train de charger l'échantillon, mais sur le terrain, je suis en train de construire un bâtiment qui va provoquer le chargement et qui va provoquer donc un tassement, une variation d'indice Davy. Maintenant, pour le retrait-gonflement, je n'ai pas de charge mécanique. J'ai un changement hydrique, c'est-à-dire il y a de l'eau qui arrive ou il y a de l'eau qui... D'accord? J'ai soit une humidification, soit un séchage, soit une pluie, soit une période de sécheresse de 3 mois ou de 6 mois ou plus. D'accord? Donc, ce qui va se passer, c'est juste la succion. La contrainte mécanique ne va pas changer. C'est la succion qui va changer. Donc, si je regarde l'expression la contrainte effective telle que je l'ai représentée ici, donc sigma ne va pas changer, mais c'est S qui va changer à cause soit de l'arrivée de l'eau. Si l'eau arrive, la succion baisse. Si l'eau part, la succion diminue. D'accord?
Et donc, ce que je dois représenter ici, pour étudier donc le retrait-gonflement, je vais représenter la succion, ou bien le log de la succion tel que je l'ai fait pour la contrainte. En fait, pourquoi on utilise le log? Parce que la gamme de variation de succion, elle est très grande. La succion, elle peut varier par exemple de 50 kPa jusqu'à 300 mégapascales. C'est énorme, 300 mégapascales, c'est 300 000 kilopascales. Donc de 50 à 300 000 kilopascales. Donc on utilise le log pour avoir une échelle qui représente toute cette gamme. D'accord? Donc E log succion, si j'ai une courbe E log succion, oui, là j'ai une courbe complète, contrainte déformation. Contrainte, la succion c'est une contrainte hydrique, la déformation c'est l'indice Davy. Chose que je ne pouvais pas avoir dans un odomètre classique, parce que dans un odomètre classique, je ne sais pas mesurer la succion, je ne sais pas mesurer la pression interstitielle, ni positive ni négative d'ailleurs. Dans un odomètre, on ne mesure pas la pression interstitielle. D'accord? D'où l'intérêt donc des techniques expérimentales que j'ai montrées la fois dernière et que je vais tout de suite montrer comment on les utilise pour avoir une courbe de ce type, une courbe retrait-gonflement, d'accord? Dans le plan, indice des vides, log de la succion, mais aussi même dans d'autres plans pour essayer de suivre l'évolution au cours de l'humidification ou au cours du séchage de tous les paramètres comme la teneur en eau, le degré de saturation, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Ramdani. Oui, monsieur, c'est bon. Merci. Ça va? En tous les cas, ça va être plus clair, hein, parce qu'on va encore aller dans le détail et ça va être plus clair. On va se concentrer bien sur cette histoire de retrait-gonflement qui est très importante et qui pose beaucoup de problèmes aux ingénieurs qui construisent parce qu'il y a pas mal de formations argileuses sur lesquelles on construit dans à peu près toutes les régions d'Algérie, hein. Dans le nord, donc Tlemcen, Blabbas, Fouahran, du côté de Mars el-Kbir, il y a aussi des argiles très gonflantes. Donc Tlemcen, bien sûr, Bouhennakh, Imama, etc. Il y a pas mal d'argiles gonflantes. Blabbas aussi, j'ai vu des pathologies vraiment spectaculaires liées au sol gonflant. Saïda aussi, il y a pas mal d'argiles gonflantes. Donc c'est un problème assez présent, je dirais. Il suffit de poser la question au laboratoire de géotechnique et ils vous diront que ce sont des argiles qui sont présentes un peu partout et qui posent beaucoup de problèmes aux ingénieurs qui construisent dessus parce que c'est des argiles qui sont sensibles à l'eau. Donc, beaucoup de variations de volume quand il y a des variations de teneur en eau. Et tout le monde sait que le climat dans notre pays est un climat assez varié. Donc, vous pouvez avoir en hiver des températures faibles, beaucoup de pluie, d'accord, notamment beaucoup de pluie. Donc, les sols sont gorgés d'eau. Après, à partir du mois de mai, juin, juillet, août, septembre, les sols se dessèchent parce qu'il fait chaud, il n'y a pas de pluie. Et donc, c'est le phénomène de retrait. On bat toute la saison humide, c'est l'inverse. Donc, c'est des cycles de séchage, humidification, ou le séchage-mouillage des sols. Et c'est des cycles de retrait-gonflement des argiles, donc qui gonflent, qui rétrécissent, qui gonflent, qui rétrécissent. Et les ouvrages ne supportent pas ces cycles de déformation, notamment s'ils sont rigides, et ils vont commencer à se fissurer, présenter des pathologies, et ainsi de suite. D'accord? Donc nous, l'objectif, c'est justement de construire de telle façon à éviter ces cycles de déformation sous l'ouvrage, en utilisant différentes dispositions pratiques, on peut en présenter quelques-unes par la suite, pour éviter justement ces pathologies. Très bien. Allez.
Maintenant, si on veut avancer, je vais vous expliquer juste de façon simple comment on obtient ce type de courbe. Donc la courbe là que je représente ici, indice des vides succion. Comment on fait pour obtenir ce type de courbe au laboratoire en utilisant les techniques que nous avons déjà présentées. En fait, c'est très simple. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Je prends un échantillon de sol petit. D'accord? En fait, on peut faire ça sur des échantillons naturels intacts, mais on peut le faire aussi même sur des échantillons remaniés pour avoir une courbe de référence. Quand on prend un échantillon remanié, on va avoir une courbe de référence. D'accord? On va avoir, bon, vous allez voir, on va comparer ça avec des essais mécaniques, mais ce n'est pas le moment pour l'instant. Donc, je prends des échantillons de petites dimensions, comme ça, de l'ordre du centimètre cube, c'est-à-dire un échantillon de la taille du bout du doigt, hein, 1 centimètre de dimension à peu près. Et cet échantillon-là, qu'est-ce que je vais lui faire? Je vais lui appliquer un niveau de succion. Donc, je lui applique une succion. Par exemple, je vais lui appliquer une succion de, par exemple, 300 kPa. 3 bars. Bon, 300 kPa, je sais quelle technique je dois utiliser. Je vais, par exemple, utiliser la technique osmotique. Donc, technique osmotique, on l'a expliqué, c'est-à-dire, je vais prendre un récipient, faire une solution de PEG, d'accord, polyéthylène glycol. Là, c'est la membrane que je vais avoir ici. Là, je vais mettre mon échantillon de sol, d'accord, je vais envelopper tout ça, le fermer. Donc, l'échantillon va être en équilibre avec la solution osmotique. Je vais utiliser une concentration donnée de PEG pour pouvoir appliquer les 300 kPa. D'accord? Un des tableaux, une chauffe pour appliquer 300 kPa, il faut telle concentration, je la mets ici. On sait l'équilibre. L'équilibre, ça peut prendre quelques jours. Ok? Donc, une fois que j'ai l'équilibre, ça veut dire que cet échantillon-là, je lui ai appliqué 300 kPa. Après, qu'est-ce que je fais pour cet échantillon que je vais sortir de là? Je vais mesurer ses caractéristiques, c'est-à-dire, je vais mesurer son poids. D'accord? Je vais mesurer son poids humide. OK? Son poids humide. Ensuite, je vais mesurer son volume. Je vais dire comment. Et après, je vais le passer à l'étuve pour mesurer son poids sec. D'accord? Donc, voilà à peu près ce que je vais mesurer. Son poids humide. Je sais que sa succion, elle est de 300 kPa. Je vais mesurer son poids humide. Ensuite, je mesure son volume. Ensuite, je le passe à l'étuve et je mesure son poids sec. À partir de là, à partir de ces mesures-là, je vais pouvoir tirer tout simplement son indice des vides, sa teneur en eau et son degré de saturation. Poids humide, c'est facile, je le mets sur une balance. Poids sec, je le passe à l'étuve et je le pèse sur une balance, donc c'est facile. Dans tout ça, qu'est-ce qui est délicat? C'est la solution de PEG, la membrane de dialyse que je dois avoir au labo pour pouvoir lui appliquer les 300 kPa. Même il faut que je puisse mesurer son volume. Son volume, comment je vais faire pour le mesurer? Comment je vais mesurer le volume d'un échantillon de sol? Allez, je vous pose la question. Normalement, vous savez mesurer le volume d'un échantillon de sol. Comment on fait? Au laboratoire. Au laboratoire, on a un échantillon de sol. Je veux mesurer son volume. Comment je fais? Allez. Allez, vas-y. Le volume absolu, monsieur. Le volume. Le volume absolu. Son volume externe. Si c'était un petit cylindre ou un petit cube régulier, on جيب un pied à coulis, on abbar.
نعبر les dimensions du cube, on a le volume, mais là, en général, un échantillon de son, il n'est pas régulier. Ce n'est pas un cube régulier, ce n'est pas un cylindre régulier, je suis à Maouj, donc c'est une forme un peu irrégulière. Comment je fais pour mesurer son volume? Ben Smaïn, tu peux me répondre? Monsieur, comme d'habitude, on a pour déterminer le volume Comme absolu. d'habitude. Comment on fait d'habitude? Disons là, monsieur. On se me dit Disons là, on détermine le poids chaque siège. C'est pas Le précis. volume de l'eau. Le volume de l'eau qui fait. Comment tu fais le volume de l'eau? Monsieur, quand on a FTP, Essayez de juste de raisonner par bon sens. D'accord? Un ingénieur, c'est quelqu'un qui raisonne beaucoup par le bon sens. Mais allez, je un site, un mode opératoire spécifique ou un site. Il ne faut pas trop compter sur la mémoire. Hein. La mémoire, on oublie. Hein. Quand on fait un TP, tu pars en vacances, tu reviens au mois de septembre, tu as oublié le TP. C'est-à-dire tu as oublié les détails techniques, je veux dire, mais le bon sens te dit, voilà, si j'ai un trail rakfaddar, tu as un œuf, un œuf, tu veux mesurer son volume. Comment tu fais? Le volume, tu as l'œuf, tu fais comment? Monsieur ديرها في كاس. c'est un mort. ديرها في الكاس ومن بعد On va mettre à la tasse et calculer l'eau qui est. Tu calcules quoi? Sur le volume de l'eau, il est fait monsieur. Très bien, par exemple. Donc, par exemple, tu peux faire comme ça. C'est-à-dire, tu prends un verre qui est plein d'eau, plein, ou tu l'œuf, tu le mets à l'intérieur, tu récoltes l'eau qui a débordé. Donc, le volume de l'eau qui a débordé, c'est le volume de l'œuf. Le volume de l'eau qui a débordé, tu peux le mesurer comment? Avec un verre à mesure. Avec un verre à mesure, avec un poids. Tu prends l'eau qui a débordé, tu la mesures, tu peux la peser, juste la peser, parce que tu connais le poids volumique de l'eau. Oui. Si tu as 20 grammes d'eau qui a débordé, l'eau c'est 1 gramme par centimètre cube. 20 grammes, c'est-à-dire 20 centimètres cubes. N'est-ce pas? Donc l'ingénieur, il doit avoir ces réflexes-là, d'accord? Ça c'est important. Donc pour mesurer le volume d'un échantillon irrégulier, ce que vous avez l'habitude de faire dans les laboratoires TP que vous avez fait, je ne sais plus, en L2 ou en L3, vous avez utilisé la méthode de la paraffine. Vous avez paraffiné l'échantillon et vous allez faire une pesée hydrostatique. D'accord? Une pesée hydrostatique. C'est quoi une pesée hydrostatique? Ça, tu vas peser sous l'eau. Tu vas peser un échantillon sous l'eau. Donc quand tu le pèses à l'extérieur de l'eau, ou là tu le pèses sous l'eau, la différence c'est quoi? C'est quoi la différence? C'est la poussée d'Archimède. D'accord? C'est la poussée d'Archimède. Ou la poussée d'Archimède, elle est liée au volume. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ouais. Je vais répéter la question. Là, j'étais en train de parler de la mesure du volume d'un échantillon. Regardez bien. Volume Je mesure immergé. le volume d'un échantillon. Ah, vous voyez mon écran là. Un échantillon. Ah, la souris, elle est où? Je vais mettre ça en bleu comme ça. Voilà, un échantillon qui est comme ça. Ah, un échantillon. Je veux mesurer son volume. D'accord? Je veux mesurer le volume de cet échantillon. Classiquement, ce que vous utilisez dans un laboratoire, c'est ce que vous appelez la pesée hydrostatique. C'est quoi la pesée hydrostatique? Vous prenez Hada, vous le pesez à l'extérieur. Donc si tu le pèses à l'air libre, tu vas avoir le poids W1. Si tu le pèses dans l'eau, c'est-à-dire tu le plonges dans l'eau et tu le pèses,
par exemple en l'accrochant à une balance et tu le pèses. Voilà, il y a une balance, des balances qui ont un crochet, d'accord? Tu l'accroches, tu le pèses dans l'eau, tu vas avoir W2. W2 sera plus grand ou plus petit que W1? Un objet يكون ثقيل برا على الماء ولا في الماء يكون ثقيل؟ برا على الماء. برا على الماء يكون ثقيل. À l'intérieur de l'eau, il est plus léger. علاش il est plus léger à l'intérieur de l'eau? La poussée d'Archimède. Très bien, parce qu'il y a la poussée d'Archimède. D'accord? Donc W2 en fait, W2 c'est quoi? W2 c'est W1 moins la poussée d'Archimède, P1. D'accord? Donc il a عندك W2 وعندك W1. خرج PA, la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède, ça va être quoi? La poussée d'Archimède, ça va être W1, qu'on a l'Ikbir, plus grand, moins W2, qui est plus petit. Donc la différence de poids, ça représente la poussée d'Archimède. Ou la poussée d'Archimède qui est appliquée, c'est le poids du liquide déplacé. C'est-à-dire cette poussée d'Archimède, ce n'est autre que le volume de l'échantillon V multiplié par gamma W. Poids volumique de l'eau. Ça y est, c'est le poids du liquide déplacé. Si je suis dans l'eau, ça va être le poids volumique de l'eau multiplié par le volume de l'échantillon. On charge le volume de l'échantillon comme ça, par la poussée d'Archimède. On charge le volume de l'échantillon. Donc si vous voulez, là, l'échantillon, comment je vais mesurer son volume? Je vais le mesurer par une pesée hydrostatique, sauf que, donc qu'est-ce qu'on faisait classiquement dans les laboratoires? On mettait de la paraffine autour de l'échantillon, qui compte l'échantillon kbir, etc. On peut faire ça. L'échantillon il est de l'ordre du centimètre cube. Si tu amènes la paraffine, ça va beaucoup perturber ta mesure, et ta mesure ne sera pas précise. Donc on va le peser directement sans le paraffiner, mais on ne peut pas le mettre dans l'eau, parce que si on le pèse dans l'eau, il va se détériorer. On va le mettre dans ce qu'on appelle, c'est une pesée hydrostatique, mais pas dans l'eau, dans une huile, on appelle ça une huile non mouillante. Une huile non mouillante. C'est une huile qui ne va pas détruire l'échantillon. Bon, maintenant, je fais ça facile, mais en tout cas, c'est une mesure, toujours de la poussée d'Archimède à l'intérieur d'une huile, qui va nous permettre de déterminer le volume, pour pouvoir déterminer indice de vide, teneur en eau et degré de saturation. En faisant toute cette procédure, je vais avoir un point dans cette courbe, c'est-à-dire un indice de vide que j'ai déterminé ici, et il correspond pour cet exemple-là à 300 kPa. Donc, un point, non, 300, voilà le E que je viens de déterminer. Ça me fait un point dans cette courbe, un point. Donc, tout ça pour vous dire, toute cette procédure, elle permet d'avoir un point. Comment je fais pour avoir les autres points? Eh ben, j'applique des suctions différentes. Ça, je dois prendre un échantillon d'autre. Je ne vais pas continuer sur ce, parce que cet échantillon, c'est bon, je l'ai perturbé dans tous les sens, les tubes, etc. Je le jette. Je prends un échantillon d'autre et je vais lui appliquer une autre succion. Par exemple, je lui applique 600. Je lui applique 600. Je vais avoir un autre indice de vide, bien sûr plus faible, succion plus forte. Je vais avoir un deuxième point, non. D'accord? J'applique 1000, je vais avoir un autre point ici. Un autre point ici, et ainsi de suite. Donc là, j'avais pris au départ, c'est des échantillons que je les prends au départ, si vous voulez, saturés, parce que je suis en train de faire un chemin de séchage. Donc, on a fait un échantillon vraiment, par exemple, quasiment préparé à la limite de liquidité, c'est-à-dire vraiment presque liquide, et je lui applique cette succion. Bien sûr, plus je lui applique la succion, il va se tenir bien, parce qu'il va subir un retrait. Donc, si je veux suivre le chemin de gonflement, je commence par prendre un échantillon qui est relativement sec, et je lui applique des suctions décroissantes. C'est-à-dire, par exemple, pour le chemin de drainage, la succion elle est de l'ordre de 0. Je lui applique 300, je lui applique 100, je lui applique 300, je lui applique 600, j'applique 900, j'applique 1000. Je donne comme ça des chiffres, hein. Ce n'est pas nécessairement ces chiffres-là. Mais en tout cas, des suctions croissantes. Je vais faire ce chemin-là.
Même بعد, je prends un échantillon avec une succion très très forte, par exemple, je ne sais pas moi, 3000 bars, je peux aller jusqu'à 3000 bars avec, une solution de NaCl, simplement, NaCl, chlorure de sodium. Je peux aller jusqu'à 3000 bars, mais je peux, quand je dis 3000 bars, c'est un échantillon que j'ai desséché. Je le libre, tranquillement. Je lui applique des suctions décroissantes. Je lui applique 1000, je lui applique 600, je lui applique 300, il arrive là, je lui applique 100, il arrive là. D'accord? Et chaque point de cette courbe, chaque point, c'est un échantillon que je jette. On appelle ça des essais destructifs. Essais destructifs. Essais destructifs. C'est-à-dire quand tu fais un essai sur un échantillon, tu le détruis. Même sur le béton, quand il y a des essais destructifs, les essais non destructifs. OK? Quand tu viens devant un mur en béton armé, tu fais un scléromètre, ça c'est non destructif. Mais si tu prends une carotte, bon là une carotte c'est du matériau que tu vas extraire. C'est un essai destructif. Après tu vas écraser la carotte, tu vas la détruire. N'est-ce pas? Donc là, ce sont des essais destructifs. Chaque échantillon, je fais un essai dessus, je le jette. Là on fait un deuxième échantillon, bien sûr du même matériau, et je fais l'essai. Donc, en suivant cette procédure-là, ça c'est quelque chose qu'on fait classiquement dans notre laboratoire. Donc, malheureusement, on ne peut pas vous montrer ça maintenant. Donc, on peut obtenir pour n'importe quelle argile une courbe de ce type, indice des vides succion, d'accord, sur le chemin de séchage et sur le chemin d'humidification. Et du coup, on aura une courbe de ce qu'on appelle le retrait-gonflement. Parce que le séchage, ça c'est la phase de retrait. Et ça, c'est le gonflement. Donc, avec cette courbe-là, je sais que, en appliquant un incrément de succion donné, je sais comment l'échantillon va rétrécir. En diminuant la succion, je sais comment l'échantillon il va. D'accord? Donc, je suis en train de relier la succion à la déformation. Ce n'est pas comme les essais classiques, la courbe classique de tout à l'heure que j'ai présentée. Pardon. Ici, delta H. Voilà, la courbe de tout à l'heure, c'était delta H en fonction du temps. Là, je n'avais que la déformation. Par contre, ici, j'ai la déformation qui est l'indice des vides en fonction de la succion. Donc, j'ai une courbe complète qui me donne une information complète, retrait, gonflement. Bon, bien sûr, là, ici, j'ai représenté une courbe qualitative, c'est-à-dire juste un schéma. Après, je vais vous montrer des courbes vraies, des courbes d'un matériau donné qu'on a obtenu dans un laboratoire pour mieux voir qu'est-ce qu'on obtient, et pas uniquement dans le plan indice des vides, parce qu'on a dit on va mesurer non seulement l'indice des vides, mais on va mesurer la teneur en eau, le degré de saturation, etc. Et avec ça, on aura une idée très claire de ce qui va se passer à l'intérieur de ce sol dans ces phases de retrait-gonflement. Est-ce que jusque-là, c'est plutôt clair? Donc, jusqu'à maintenant, je n'ai montré qu'une courbe qualitative. Je vais vous montrer des courbes vraies de retrait-gonflement. D'accord? D'ailleurs, je peux vous montrer ça tout de suite rapidement, mais sans rentrer dans les détails, parce qu'on n'aura pas le temps. Je vais vous montrer au moins, comme ça on ne part pas sans avoir vu une courbe. Voilà, je vais vous montrer cette diapo. Est-ce que vous voyez le plan cycle de drainage humidification? Pas encore. Ça va arriver. Est-ce que j'ai bien fait la manipulation? Allez, je vérifie. Non, ça devrait aller comme ça. C'est bon. Je vais même mettre le mode diaporama. C'est bon?
Voilà, cycle de drainage humidification. Ne regardez pas les courbes qui sont en bas, regardez juste la première courbe que vous avez ici. Donc ça, c'est une courbe qui ressemble à celle que j'ai présentée tout à l'heure. Donc là, on met l'indice des vides. Ça, c'est l'indice des vides en ordonnée. Et en abscisse, on met la succion. Bien sûr, vous voyez que c'est en échelle log. 10, 10 puissance 2, 10 puissance 3, 10 puissance 4, en kilopascal. En échelle log. Donc vous voyez qu'on part de quelques kilopascales. Hein, là, vous avez 10 kilopascales. Et on va jusqu'à, regardez bien, ça c'est 10 puissance 4. Là, on est à 10 puissance 5 kilopascales. C'est-à-dire, on est à 100 mégapascales. 100 mégapascales, c'est 1000 bars. 1000 bars. Ce sont des dépressions énormes, mais qu'on peut très bien appliquer facilement dans un laboratoire, notamment avec les solutions salines. D'accord, avec du NaCl, du sel de table, tu peux, dans un récipient vert, tu appliques une dépression qui peut aller jusqu'à 3000 bars. Tu vas aspirer l'eau. C'est pour ça qu'on utilise le sel pour dessécher le poisson, pour dessécher une cave qui est humide, etc. D'accord? Donc là, on dit la courbe, indice débit de succion. Ce chemin-là, initial, ça c'est un chemin de séchage. Donc vous voyez que j'ai des déformations, diminution de l'indice des vides, ça c'est un retrait. Donc à un certain moment, j'ai un palier quasiment horizontal, c'est-à-dire à un certain moment, j'ai quasiment plus de variation de volume. Et ça, c'est le chemin d'humidification. Là, c'est un chemin de gonflement. Je suis en train de diminuer la succion et l'échantillon est en train de gonfler. D'accord? Donc ça, c'est une courbe indice débit de succion pour une argile, donc l'argile blanche. Donc ça, c'est un essai, c'est un ensemble d'essais de laboratoire qui a permis de déterminer cette courbe. Et chaque point de cette courbe, chaque point, ça correspond à un échantillon de sol. En réalité, même chaque point correspond à plusieurs échantillons de sol, parce qu'on met parfois, par exemple, la solution osmotique sur la membrane, au lieu de mettre un seul échantillon, parfois on peut mettre 2 ou 3 échantillons pour faire à la fin une moyenne. Mais parfois, l'échantillon, on le perd. Par exemple, avec un échantillon, tu vas le peser, tu le fais tomber par terre, il te fait tête, donc il va se disloquer. C'est quand même parfois une semaine d'attente pour avoir cette mesure. Et donc, si tu perds un échantillon, au moins tu as un deuxième échantillon de secours. Donc ça, c'est des astuces de laboratoire. Souvent, on met plusieurs échantillons, au moins 3 échantillons là. Si on réussit les 3 mesures, on va faire une moyenne, donc on aura une mesure plus fiable. Et si on perd un échantillon, on n'aura pas tout perdu, on n'aura pas perdu tout ce temps. On prendra les 2 autres échantillons et on fait la mesure. Bon, je ne rentre pas sur les détails des autres plans, et on va voir comment ce type de courbe, donc, il peut nous aider à mieux comprendre donc, ce phénomène de retrait-gonflement, quelles sont les dispositions pratiques sur le terrain, etc. D'accord? Donc, si vous voulez, je m'arrête là pour la partie cours. Là, je vais vous parler du devoir. Je ne sais pas si vous avez vu sur la plateforme, j'ai mis le devoir numéro 2, donc le texte du devoir, et j'ai mis aussi un lien pour télécharger un rapport géotechnique. Est-ce que vous avez vu ça? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Donc, je suis plus sur le canal général. Hein. J'ai créé un canal particulier donc, à la matière. Donc M2 VOA géotechnique avancée, sur lequel d'ailleurs va s'enregistrer cette séance. Et alors je vais ouvrir les 2 fichiers, comme ça je vais vous les montrer rapidement et je vous explique ce que vous devez faire, comment et sous quel délai. Il nous reste un petit quart d'heure, donc on a le temps. Voilà. Bon, je commence par ouvrir le texte du devoir. Je vais partager encore l'écran pour que vous puissiez le voir. Le fichier PDF, non. Voilà. Normalement, vous voyez un fichier PDF devoir numéro 2. Oui, c'est bon. C'est bon. Voilà. Alors,
À ce devoir, j'attache beaucoup d'importance à ce devoir, pas au niveau de la note, où là on s'en fout des notes. Bon, c'est sûr, vous aurez une note sur ça, mais c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Vous êtes en Master 2, vous n'êtes pas maintenant au niveau de ces soucis de notes, etc. Quoique c'est normal de parler de notes. Mais ça ne doit pas être la priorité. Pour moi, la priorité, c'est que vous appreniez quelque chose avant de partir travailler. Et donc, j'ai pensé à ce devoir-là. J'ai cherché un rapport géotechnique assez complet. D'accord? Donc, le devoir, voilà son texte. Donc, analyse d'un rapport géotechnique, soit le rapport géotechnique relatif à un projet de station. Donc tout c'est un ouvrage réel. Bon, Mazel qui n'est pas encore construit, mais il est en projet. Donc, il s'agit d'une station réalisée sous forme de petites digues enromblées, compactées, d'une hauteur moyenne de 4 mètres et une largeur à la base d'environ 20 mètres. Bon, c'est un ordre de grandeur. Ainsi que de quelques petits bâtiments d'exploitation en rez-de-chaussée. Bon, je vous ferai sur le tableau un petit schéma pour vous expliquer donc la station d'épuration Hadi. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? Lire le rapport de façon détaillée, en examinant de façon minutieuse, c'est-à-dire de façon détaillée et précise, l'ensemble des résultats présentés pour aboutir à une analyse critique. Donc, on vous demande de lire tout le rapport. Donc, comme ça, vous prenez l'habitude de lire un rapport géotechnique et de l'exploiter. Mais il faut que un rapport géotechnique. Tu as un rapport géotechnique, qu'est-ce qu'il contient? Donc, on vous demande bien sûr donc, une analyse critique, mais je n'ai pas voulu laisser comme ça la question ouverte. Analyse critique, il va partir dans tous les sens. J'ai voulu orienter ça par des questions. Donc, questions permettant d'orienter l'analyse critique du rapport, et ce pour les formations sableuses et argileuses. Parce que dans le rapport, vous allez voir qu'il y a une formation sableuse qui a des caractéristiques, une formation argileuse qui a des caractéristiques. Donc ça, je vous oriente avec ces 7 questions. Vous n'êtes pas obligé de vous en tenir exactement à ces 7 questions. Donc, il est libre. Hein. Ça, c'est des questions pour vous orienter. Donc, première question, synthèse des caractéristiques physico-chimiques et mécaniques, compressibilité et résistance, ou la déformabilité et résistance, pour les deux formations. Vous pouvez utiliser des tableaux, c'est-à-dire essayer de... نعطيك انا رابور ترد لي نعطيك رابور فيه 40 باج ترد لي رابور فيه 40 باج. Moi, c'est une analyse ما فيهاش 40 pages. Ça peut se tenir sur je sais pas moi 3 pages. L'analyse que je vous demande, ça peut tenir sur 3 pages. Ou les 2 pages, ça dépend comment vous allez présenter les choses. Donc, faites une synthèse des caractéristiques, c'est-à-dire mettez 2 tableaux. Un premier tableau, faites les caractéristiques physiques, c'est-à-dire l'identification, etc. N'allez pas répéter comme les pourcentages et ainsi de suite. Mettez quelques paramètres granulométriques, mettez les paramètres, les limites d'Atterberg, les paramètres mécaniques de compressibilité, c'est-à-dire coefficient de compressibilité, de gonflement, contrainte préconsolidation, et l'angle de frottement et la cohésion pour la résistance. Donc, mettez 2 tableaux comme ça synthétiques pour les 2 formations. C'est tout. Deuxième question, la campagne de reconnaissance est-elle adaptée au projet? Bon, je vais vous donner quelques explications complémentaires sur le projet. Mais en lisant le rapport, est-ce que vous jugez que cette campagne est adaptée à ce projet? Est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce qu'elle est incomplète? Si elle est incomplète, pourquoi? C'est pour ça que je vous dis sinon, c'est-à-dire si elle n'est pas adaptée, comment peut-on l'adapter ou la compléter? C'est-à-dire si vous étiez bureau d'études, vous prenez ce rapport géotechnique pour dimensionner l'ouvrage, est-ce que vous jugez que c'est suffisant? Et à ce moment-là, vous allez dimensionner et ne rien dire. Est-ce que vous jugez que c'est insuffisant? Il manque des choses, il y a des choses qui ne sont pas complètes, etc. Et à ce moment-là, vous allez demander des compléments. Troisième question. Les paramètres de compressibilité déduits des essais odométriques sont-ils réalistes?
Ça, c'est un peu l'exercice qu'on a fait, c'est le premier devoir. C'est la même chose. On va utiliser les corrélations. Justifier la réponse en utilisant les corrélations. C'est-à-dire vous allez prendre les essais odométriques qui sont dans le rapport et mettre la corrélation dessus, la droite de corrélation dessus, ou chouf. Est-ce que ce qu'ils ont déduit comme paramètre de compressibilité, est-ce que c'est réaliste ou pas? Quatrième question, les paramètres de déduits des essais de cisaillement direct sont-ils réalistes? Des essais de cisaillement direct, ils ont déterminé le angle de frottement non drainé et cohésion non drainée. Est-ce que les paramètres qu'ils ont déduits sont bons? Est-ce que vous les jugez réalistes et acceptables? Ou pas? Ok. Bien sûr, à chaque fois, il faut dire pourquoi. Ne me dis pas, voilà, les paramètres sont bons et tu tournes la page. Non, il faut toujours expliquer pourquoi. Cinquième question, les paramètres de compact, parce qu'ils ont, vous allez trouver dans le rapport, je pense que c'est le paragraphe 5, des essais de compactage, parce qu'ils ont voulu réutiliser certains matériaux, du site pour faire les remblais, les petites digues Hadou pour la station d'épuration. Donc, ils ont fait des essais de compactage. Ils ont déterminé un essai de compactage, ça détermine la tourne optimale, la densité maximale. Est-ce que les paramètres obtenus vous semblent réalistes? Et là, vous pouvez utiliser les corrélations de Fleuro. Là, j'avais eu une question, l'un des étudiants m'avait posé la question, comment on peut faire? J'ai dit, on peut utiliser des corrélations. Par exemple, celles qui sont dans l'article de Fleuro et al. 2002, je l'ai mis sur la plateforme, l'article. D'accord, il est sur la plateforme. Donc, vous pouvez utiliser les corrélations. Faites attention, quand il y a l'énergie de compactage, l'énergie Proctor normale, quand il y a une Proctor modifiée. Donc, il y a des corrélations pour estimer la teneur optimale, la densité maximale. Essayez d'utiliser ces corrélations et de comparer par rapport aux valeurs que vous avez dans le rapport. Que pensez-vous du calcul de fondation